me suis toujours intéressée à la politique en général et à la vie politique de mon pays plus particulièrement. J'ai participé à des travaux de réflexion qui étaient menés par une association créée par Alain Madelin il y a 20 ans qui s'appelait Idéaction. Et depuis, après cette expérience, j'ai jamais eu ma carte, je n'ai jamais pris ma carte dans un parti politique par méfiance et puis parce que les comportements politiques me laissaient assez perplexe. Je me suis encartée pour la première fois en 2008 au Parti libéral-démocrate, dont j'appréciais les valeurs, les idées, et dont je suis maintenant première vice-présidente auprès d'Aurélien Véron, qui est donc le président du Parti libéral-démocrate. J'ai fait campagne dans ma ville, Colombes, pour une liste société civile en 2012, qui était menée par monsieur Laurent Trepin, qui a fait 15,5%. Et à l'issue du premier tour, cette liste a fusionné avec la liste UMP qui était menée par madame Nicole Gouetta, qui est actuellement maire de Colombes. Et à l'issue de cette fusion, donc, la liste UMP consolidée a gagné les élections municipales et j'ai été adjoint au maire de Colombes jusqu'en juin dernier où j'ai rendu mes délégations et mon indemnité d'adjoint. Et je me suis désolidarisée de la majorité municipale dans la mesure où certaines prises de position du maire ne correspondait pas ni à mes valeurs, ni à mes éthiques, ni à mon éthique. Et d'ailleurs, pour des pratiques qui ont donné lieu à un dépôt de plainte auprès du procureur. Voilà, et depuis, je suis concentrée sur donc, mon action au sein du Parti libéral, mon action en tant que conseillère municipale d'opposition à Colombes et mon engagement citoyen. Pourquoi vous présentez-vous sur une liste commune aux urnes citoyens pour les prochaines élections régionales ? Parce que je pense qu'on a un pays qui souffre d'un manque de démocratie très profond, que ce pays connaît une situation d'échec politique grave, qui se traduit par une gestion des dépenses publiques qui est assez calamiteuse et qui s'aggrave avec en même temps une aggravation, une détérioration de la qualité des services qui sont supposés être financés par quand même 57% du PIB et que parallèlement on voit bien un désintérêt des Français pour les échéances électorales et plutôt que de désintérêt d'ailleurs je parlerais plutôt même de dégoût puisque pour les prochaines échéances électorales qui sont les régionales dans quelques jours, on sait que 55 à 60% des Français déclarent ne pas vouloir se déplacer pour aller voter. Et le système bipartisan qui se partage la gestion du pays depuis 40 ans maintenant se voit concurrencé par la seule alternative qui paraît envisageable pour les électeurs dans la mesure où le vote blanc n'est pas reconnu, qui est un vote Front National. Donc je pense que c'est le devoir de tous les citoyens qui se sentent concernés par le devenir de notre pays. Moi j'ai 3 enfants, je ne souhaite pas laisser mon pays à la gestion du Front National. Je ne souhaite pas non plus qu'il continue à se dégrader comme il le fait actuellement et de manière extrêmement dangereuse depuis 10 ans. Donc je pense que tous les citoyens qui ont à cœur de vouloir prendre leur destin en main et redonner à la France la fierté qui était la sienne hein, dans ses valeurs, dans les services publics qui étaient gérés avec les qualités qu'on leur reconnaissait, tant dans le domaine de la santé, de l'éducation par exemple, mais aussi des domaines régaliens que sont la justice, la défense, la sécurité et qui sont particulièrement mises à mal également en ce moment. Je pense que chaque citoyen doit s'engager et en tout cas c'est la motivation de mon combat et cette plateforme citoyenne a vocation à rassembler tous les mouvements, toutes les formations politiques qui partagent ces valeurs, de la société civile, donc des hommes, des femmes dont le métier n'est pas la politique, qui ont un métier, qui travaillent, qui ont des enfants, des vies de famille, des préoccupations diverses et variées, et qui ont décidé de s'unir pour offrir une autre alternative aux électeurs à l'occasion de l'échéance d'élections régionales, et bien évidemment qui a vocation à poursuivre son travail après, notamment dans la perspective des échéances de 2017. Quelles conséquences ont les attentats récents sur la campagne des régionales, en particulier la vôtre ? Alors sur les régionales, d'une manière générale, évidemment, je pense que après les événements du 13 novembre, tout le monde a été tellement dévasté et bouleversé par ces événements que
Je pense que personne n'avait plus à cœur de faire campagne. Donc cette campagne qui intéressait déjà pas beaucoup les Français, elle a été de faible, elle est passée à complètement inaperçue et vide. Donc on se retrouve quand même, ça aussi c'est interpellant sur le point de vue de la démocratie, avec une absence totale de débat sur les vrais sujets de la région, pour une élection qui va jouer dans quelques jours, pour laquelle on demande aux électeurs de se déplacer, mais sans vraiment connaître quels sont les enjeux, quelles sont vraiment les propositions. Ils ont quelques idées des 2-3 principales formations politiques, mais pas du tout des autres. En Ile-de-France, il y a quand même 13 listes qui sont candidates. Je pense que si on faisait un sondage dans la rue, les électeurs seraient peut-être capables de citer 2-3 listes et 2-3 idées pour les 2-3-4 premières listes, mais certainement pas pour toutes les autres. Et à décharge des médias, il faut quand même admettre qu'évidemment les attentats ont eu pour conséquence de priver tout intérêt, et pour des raisons fort légitimes, des électeurs pour ces élections. À mon niveau, je crains que les attentats aient pour conséquence de renforcer la peur, et puis de faciliter le travail des acteurs politiques qui sont à la recherche de boucs émissaires, d'un repli sur soi, qui est certainement pas, ce qui m'apparaît certainement pas comme étant la solution permettant d'assurer la sécurité des Français et de lutter contre le terrorisme. En revanche, évidemment, ça c'est une réaction naturelle pour les libéraux. On pense que l'État doit se recentrer absolument et de manière urgente et extrêmement forte sur ses prérogatives et ses domaines régaliens, et donne davantage à la justice, à la défense et à la police les moyens de travailler. Et bon, je suis avocat. Pour ce qui concerne la justice, on a quand même un budget qui est de l'ordre de 8 milliards par an, qui inclut le judiciaire et le pénitentiaire. Quand on sait que le budget de la région Île-de-France, par exemple, est supérieur à 5 milliards, ça donne quand même un petit peu une idée de la proportion des choses. Ce budget est absolument insuffisant et ne permet pas aux magistrats de travailler dans des conditions correctes. Les prisons, on le sait très bien, ne permettent pas d'accueillir, entre guillemets, malheureusement, les personnes qui sont condamnées à des peines de prison. Et cette situation de panne de la gestion post-constatation de l'infraction est certainement une des causes d'un sentiment d'impunité ou d'insécurité, et parfois à juste titre, que peuvent ressentir les Français. Alors justement, quelles sont les principales propositions pour ces élections régionales ? Alors, nos propositions donc, sur la compétence de la région, donc elles sont limitées aux compétences de la région. Elles sont tout d'abord, et ça on peut le retrouver, ça, c'est une position qu'on aura à toutes les échéances électorales, une exigence d'exemplarité des élus et d'intégrité. On pense que qu'il faut mettre fin, et pas seulement comme à titre d'élément de langage, au cumul des mandats. Qu'il faut réfléchir d'ailleurs au cumul des mandats dans la durée également, puisque un élu doit avoir à cœur d'exécuter le programme pour lequel il a été élu, et pas de préparer sa réélection le lendemain de l'élection, comme on peut le voir malheureusement parfois. Par ailleurs, on pense qu'il faut largement simplifier la structure dans laquelle est conçue la compétence régionale, qui se superpose pour l'Île-de-France avec le Grand Paris, l'intercommunalité, les communes et le département. Donc on se retrouve avec un chevauchement de compétences et une gabegie financière qui sont absolument surréalistes, et en tout cas plus du tout en proportion avec l'état des finances publiques tel qu'on le connaît actuellement. Et puis, sur le plan des institutions, l'Île-de-France, c'est 209 élus. Quand on sait que le Grand Londres, pour comparer sur des périmètres qui peuvent être comparables, c'est 24 élus. Nous, on pense que 24 élus, c'est à peu près plus en rapport avec les besoins que 209. Donc, si on était élu, on se battrait pour réduire le nombre de mandats et être les premiers concernés, bien évidemment, pour garantir cette exemplarité. Voilà, quelques mots pour les institutions. Pour ce qui concerne les domaines de compétences de la région, sur les transports, on voit que les deux grands partis sont sur une logique d'élargir les infrastructures ferroviaires. Il y a beaucoup de choses à faire pour les plus de 8 millions de franciliens qui les empruntent quotidiennement. Ceci étant, il y a un déni quand même de l'ère numérique dans laquelle nous sommes déjà rentrés, ce n'est pas de la science-fiction, qui passe par repenser la fluidité, la mobilité. Il y a des moyens alternatifs aussi au transport en commun, et on voit avec l'ubérisation des transports qu'il y a d'autres alternatives pour se déplacer. Et puis le numérique, c'est aussi penser une autre façon de travailler avec plus
plus de télétravail, que la région soit un facilitateur de ces sujets de discussion. Et du point de vue de son activité de développement économique, la région n'a pas vocation à décider comment faire de la création de valeur. Nous pensons que ce n'est pas son rôle et qu'en plus l'État a fait quand même la démonstration que ce n'était pas son talent. Quand on voit ses performances d'État en tant qu'actionnaire, on ne peut pas dire que ce soit ce qu'il fait de mieux et on pense que d'ailleurs il n'est pas là pour ça. En revanche, la région, donc l'État et là en l'occurrence la région, la collectivité territoriale, doit avoir un rôle de facilitateur pour justement engager sur le territoire cette réflexion sur les sites des entreprises et justement repenser les lieux de travail. Donc ça c'est lié, c'est un lien avec les transports. Et par ailleurs, être un facilitateur, et là c'est un lien avec la formation notamment professionnelle, un facilitateur des relations entre les apprentis, les élèves, les universités, les entreprises, et faciliter cette rencontre et cette perméabilité. On sait par exemple qu'il y a 100 000 emplois en Île-de-France qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas les personnes dotées des formations nécessaires. Donc il faut vraiment travailler sur l'efficacité, de régler les problèmes là où il y a des besoins, plutôt que de créer des commissions et des groupes dont les compétences se chevauchent et qui représentent une grosse dépense publique avec un résultat en termes d'efficacité qui est parfois relativement assez faible. Et puis, on est favorable d'une manière générale pour tous les grands projets et les respects budgétaires à une plus grande démocratie dans le fonctionnement des institutions et pour ce qui concerne la région, à l'existence d'un référendum d'initiative régionale qui permette, en cas d'extension du budget de la région ou en tout cas de toute décision de grands travaux ou de gros projets structurels qui concernent toutes les personnes appartenant à ce territoire, à pouvoir faire des propositions et à pouvoir demander à la région d'organiser un référendum afin que les électeurs soient concernés et qu'on recueille leur avis, parce que ce sont quand même les premiers payeurs. L'argent public, ce sont les impôts, et les premiers décideurs des grands projets qui les concernent.